Le sujet de ce soir, le procès de la viande et les protéines alternatives. Un sujet que je n'ai pas traité depuis quelques années, qui bien sûr m'a amené à une nouvelle réflexion. Les choses bougent, évoluent, s'enrichissent, même si ma position personnelle n'a pas changé vis-à-vis de la viande. L'idée, c'est de réfléchir ensemble et de ne pas rentrer dans ma croyance ou dans ma pratique qui n'a pas vraiment d'intérêt pour vous. Quelle est la part d'idéalisme dans le végétarisme ou le végétalisme? Quelle est sa part de mystique parfois? Est-ce qu'il y a des arguments solides pour dire que nous ne sommes pas vraiment construits pour digérer, assimiler les viandes? Pourquoi la viande est-elle nécessaire ou indispensable dans certaines situations? Qu'est-ce qu'il en est de la viande bio, de la viande cachère? Et tous les naturopathes ne sont pas d'accord sur l'alimentation carnée ou pas. Heureusement qu'il y a des nuances, des écoles, et il n'y a pas une pensée unique. Et puis, dans la mesure où certains arguments peuvent être déterminants, si vous souhaitez passer au végétarisme, quelles sont les protéines de remplacement, les alternatives, comment éviter les grosses bêtises? Ce qui est là, c'est assez fréquent. On parle d'une part aujourd'hui de médecine différente, naturelle, douce, alternative. On parle de médecine corps, âme, esprit. Et on zoome très souvent sur l'alimentation comme étant une technique dite majeure. Alors je confirme, c'est une technique majeure en naturopathie. C'est l'un des piliers de la santé, avec l'équilibre psychologique et la relation au corps, au mouvement, à l'activité physique. Et c'est clair que si on va sur les salons aujourd'hui spécialisés santé, médecine douce, écologie, vous avez des centaines, peut-être des milliers de bouquins sur l'alimentation et sur les différents régimes. Et c'est pas évident de s'en sortir, d'avoir suffisamment de discernement, d'avoir du sens critique, puisque beaucoup de ces auteurs ont forcément des expériences qu'ils ont vécues, qu'ils ont traversées. Ils ont des arguments. Et l'alimentation n'est pas que du carburant pour le corps physique. On s'interrogera aussi sur la dimension énergétique de l'alimentation carnée, voire sur sa dimension écologique, sur l'impact environnemental de l'élevage et de l'alimentation animale, donc. On s'interrogera aussi sur les nuisances, je ne sais pas, en termes d'effet de serre, il y a un impact important au niveau planétaire. Et puis, bien sûr, est-ce que spirituellement, ça fait sens? Est-ce que ça apporte quelque chose ou pas? Et dans quel contexte? Alors, comme dans mes vieux cours de naturopathie, je me suis dit quand même, on va s'appuyer sur un minimum de bon sens et d'anatomie comparée. On passe forcément par là. Puisque si on se pose la question du manger de la viande ou pas, c'est un peu comme si on se disait, dans ma voiture, je mets du diesel ou du super sans plomb, ou du kérosène, ou du pétrole brut. Ça va dépendre du moteur. Donc logiquement, si on compare les espèces animales d'une façon rigoureuse et attentive, on doit bien trouver un modèle dans le monde animal qui s'approche, ou qui ressemble en tout cas, au tube digestif humain, à la physiologie humaine. Et la logique serait la logique vétérinaire, qui dit, ben voilà, puisque nous avons à peu près le même moteur, utilisons le même carburant. Alors je vous fais grâce de la comparaison avec les insectivores. Les frugivores, qui ne mangent que des fruits. Certains végétaliens spécialisés dans une espèce de plante, je pense aux pandas, qui sont friands à 90% de feuilles d'eucalyptus. Bon, on va éviter ces caricatures-là. Est-ce qu'on ressemble à un pigeon? Oh,
Psychologiquement, parfois. Il est marqué pigeon, soit. Bon. Mais c'est que le jabot germoire est important pour eux pour la prédigestion des graines. Est-ce qu'on ressemble pour autant à une grosse vache, un gros ruminant? Là aussi, on va se garder de toute comparaison psychologique. Plusieurs estomacs, un tube digestif infiniment long pour ce prodige quand même, faire du steak avec de l'herbe. La vache est capable de faire du steak et du beurre en plus, tiens, avec de l'herbe. Bon, là, je crois qu'il n'y a pas photo, on ne ressemble pas à ces systèmes-là. Alors derrière ces études, il y a des gens quand même très très sérieux. Je suis ravi qu'on les retrouve d'ailleurs sur Internet aujourd'hui dans des études pointues, puisque moi j'ai fait confiance à mes maîtres, après j'ai passé du temps, je ne vous dis pas, dans les bibliothèques nationales, à la Sainte-Geneviève, etc., pour prouver que Cuvier, Linné, Flourens, Charles Bell, Buffon, Alexis Carrel, Berthollet, Milne Edwards, c'est-à-dire tous les naturalistes du XVIIIe, XIXe, XXe siècle, début du XXe siècle, eux, ils ont passé leur vie à étudier cette anatomie comparée, donc on va leur faire confiance. Et puis plus près de nous, vous avez peut-être entendu parler de Dr. Shelton, bien sûr, aux États-Unis, du professeur Raymond Lautier, qui a été un des bras droits de Pierre Marchessault dans les années 60, Michel Beltrami pour l'école italienne, le professeur Hering, et puis un des plus connus de tous, le grand Théodore Monod, bien sûr, qui fut l'un des derniers naturalistes véritablement actifs. Et tous ces chercheurs, tous ces scientifiques qui ont procédé à ces comparaisons, comme par hasard, étaient végétariens. Ça veut dire qu'ils sont arrivés à des conclusions tellement logiques et tellement évidentes qu'ils ont mis en pratique leurs découvertes. Et ils ont dit, voilà, l'être humain ressemble fort à un grand singe, un anthropoïde, ces grands singes qui marchent largement debout, un certain chimpanzé, certains gorilles. Et la comparaison, bon, on ne va pas la détailler, mais la première chose qui pourrait nous enseigner que nous ne sommes pas vraiment des chasseurs carnivores, c'est que nous courons beaucoup trop lentement pour attraper des animaux. Hein. Un simple lapin, il faut quand même se lever tôt. Hein. Bon, alors, est-ce qu'on mangera de la tortue? C'est autre chose. Est-ce qu'on mangera des escargots? Là, on va les attraper sans problème à la course. Et puis nos mains, nos ongles, n'ont rien à voir avec des griffes de carnivores, qui sont là pour stabiliser la bête à terre, la trucider ou la saigner. Est-ce que nous avons d'énormes canines aussi pour déchirer les viandes? Non. La denture, les ongles, la marche, la mâchoire ne sont pas du tout comparables. L'estomac de l'animal est très puissant également. Il a à peu près 200% d'acide chlorhydrique en plus, hein, je pense aux fauves, hein, aux carnivores. Un pH beaucoup plus puissant que nous, parce qu'il faut aussi digérer à cru, non seulement les muscles, mais les tendons, parfois les os, hein, les cartilages. Les sucs pancréatiques également sont plus riches en protéases. Ça veut dire que ce que l'estomac n'a pas assez digéré en protéines, le pancréas du carnivore va le digérer. Le foie peut neutraliser, selon les auteurs, entre 10 et 15 fois plus d'acide urique. C'est intéressant. Et l'intestin, ça c'est un argument classique qui a été un peu controversé par certains auteurs, mais globalement, on va dire que l'intestin de l'homme est plus long que celui du carnivore, pas forcément dans les proportions dont parlaient les anciens, mais il est plus long, et que cette longueur d'intestin peut favoriser un certain nombre de putréfactions, la viande restant plus longtemps dans le tube digestif à 37 degrés. Le résultat n'est pas forcément poétique. Un des arguments dont on parle peu, mais qui est à mon avis un des plus solides, c'est que le rein des carnivores libère une enzyme, l'uréase, donc qui lise l'urée, qui neutralise l'urée. Et nous, en tant qu'humains, nous avons une trace d'uréase. On a à peu près 2% d'uréase par rapport aux grands fauves, aux carnivores ou aux simples chiens. Donc on va se trouver confronté à une difficulté pour métaboliser ce résidu, si vous voulez, de la digestion des protéines. On n'a pas beaucoup d'uricase non plus et d'allantoïnase. Voilà, entre 0 et 2%.
Certains auteurs ont rajouté un argument choc, mais que je ne vais pas valider parce que, objectivement, il est un peu tordu. C'est que nous aurions 98% du matériel génétique des singes. Alors c'est emballant quand on dit ça, parce que vraiment, on est quasiment cloné sur un singe, avec peut-être un cortex un petit peu plus développé. Sauf que l'argument ne tient pas trop la route, puisque nous avons aussi quasiment le même matériel génétique que le ver de terre. Donc, on va laisser ça aux généticiens audacieux. Nous avons, au niveau de la flore intestinale, un argument tout nouveau que j'ai découvert ce matin en me penchant sur le sujet à nouveau. C'est que le microbiome, c'est-à-dire la population des bactéries intestinales saines, présente dans le tube digestif des singes et de celui des humains, fut beaucoup plus proche qu'il ne l'est aujourd'hui. C'est-à-dire que plus l'alimentation humaine devient cuite, américanisée, et plus la flore se dissocie, plus les populations bactériennes sont différentes de celles du grand singe. C'est comme si ces hôtes, qui vous le savez sont nos amis, et qui participent en permanence à notre immunité notamment, avaient peut-être beaucoup plus de similitudes par le passé qu'ils n'en ont aujourd'hui. On trouve sous la plume de l'un de ces naturalistes, le professeur Beltrami, qui est anthropologue aussi, une réponse intéressante à la théorie d'aujourd'hui qui dit il faut manger paléolithique et nos ancêtres étaient tous de grands carnivores. Vous savez, c'est quand même facile de refaire l'histoire, et surtout à l'époque du paléolithique. On trouve 3 os, on trouve un crâne, on l'appelle Lucie, et voilà notre ancêtre. Non, il faut arrêter des délires comme ça qui vont plus ou moins cautionner la pensée de Darwin et l'évolutionnisme, qui vont créer des raccourcis, des amalgames. Et ça, c'est vraiment pas très rigoureux au plan scientifique. Je veux dire que sur quoi est-ce qu'on porte notre regard? Qu'est-ce que c'est que l'histoire de l'humanité sur des centaines de millions d'années? Beltrami nous dit la constitution de l'homme reste celle d'un frugivore, et c'est durant la grande glaciation de Worms, c'est-à-dire à l'âge du renne, c'est relativement tôt ça, enfin tard, je veux dire proche de nous, que l'on découvre l'homme dont les restes trouvés en France ont fourni de nombreux squelettes et permirent d'établir le type de la race de Cro-Magnon. Jusqu'alors, les singes anthropomorphes, pré-hominiens et hominiens, vivaient dans un climat tropical, pratiquaient un régime fondamentalement végétarien, et lorsque l'abaissement brutal et considérable de la température eut fait disparaître la flore et les animaux qui y vivaient, les hommes se sont réfugiés dans des cavernes, se sont vêtus de peaux de bêtes, se sont réchauffés au feu, et ont pu résister, ont pu survivre, et poussés par la faim, ont dû dévorer les animaux. C'est vrai que cette glaciation, il faut l'imaginer comme dans un film catastrophe, en quelques jours ou en quelques heures, une bascule d'épaule fait que la zone tropicale devient une zone glaciaire. Il est clair que déjà, on va gommer 98% de la population, et ceux qui résistent, je me mets à leur place, ils ont eu intérêt à inventer le feu. C'est là qu'on a fait le film La guerre du feu, qui correspond à peu près à cette période-là. Bon. Et évidemment, pour survivre, on mange ce qu'on a. On trouve aussi chez cet auteur et chez un autre, Vaught Bryant, de l'Université du Texas, qui lui a passé sa vie à étudier les cacas fossiles, les coprolites. Et c'est génial parce que les matières fécales se sont fossilisées et on peut très bien retrouver leur proportion de protéines animales, de végétaux, de fruits, etc. à l'intérieur. Et lui dit que jusqu'à cette période justement de l'ère du renne, là, les néandertaliens sont devenus chasseurs à l'époque de Cro-Magnon, voilà, mais que toutes les autres espèces restaient végétariennes ou fruitariennes. Alors on peut argumenter, c'est un autre chapitre, peut-être sur ce que la viande apporte
qui seraient, je ne sais pas, douteux ou indésirables, voire toxiques. Ça se discute, hein, puisque vous connaissez l'histoire de tout est poison, rien n'est poison, c'est la dose qui compte. On parle souvent du cholestérol, par exemple. C'est un argument qui tient la route ou pas. Parce que les charcuteries, les viandes grasses apportent bien évidemment des quantités impressionnantes de cholestérol. Et ce n'est pas le meilleur. Et on a vite tendance à dire, voilà un argument anti-viande. Et je l'ai dit moi-même pendant des années. Et je reviens assez largement sur cette affirmation pour deux raisons. La première raison, c'est que 80% du mauvais cholestérol qui bouche nos artères, il est fabriqué par le corps. Il ne vient pas de l'alimentation. Ce n'est pas le même et on peut l'identifier. La deuxième raison, c'est que le cholestérol est notre ami. Et que sans cholestérol, pas de vitamine D, pas de vitamine E, pas de perméabilité cellulaire correcte, pas d'hormones sexuelles. Le cholestérol va participer à plein d'équilibres biologiques. Et c'est donc une question de proportion et d'équilibre des acides gras. Il y a des études, notamment américaines, montrant que la réintroduction du beurre dans l'alimentation se rapprochait un petit peu de ce paradoxe français. Vous savez, dans le sud-ouest où on mange pas mal de graisse de canard et de graisse animale, le système cardiovasculaire se porte bien. Et là, c'est amusant de voir que selon les auteurs, on va dire, mais c'est à cause du vin rouge. Ce sont les tanins antioxydants, ou c'est à cause de ceci ou cela. Quand vous lisez une étude scientifique, soyez curieux et demandez-vous qui l'a sponsorisée. Aujourd'hui, c'est comme ça que ça marche. On fait dire un petit peu n'importe quoi à qui on veut avec un gros chèque. Et cette notion d'indépendance de la recherche scientifique, aujourd'hui, elle est largement mise à mal. Ce qu'on trouve par contre, et ça c'est une vraie critique dans la viande animale, ce sont des hormones de stress, des catécholamines. Alors elles vont bien sûr se rajouter à nos propres hormones de stress, et ceci est d'autant plus vrai que la bête a été traquée, je pense à la chasse à courre par exemple, qui est un stress considérable pour l'animal, et au stress tout simplement de l'abattage dans les industries, dans les grosses industries de la viande. Si la viande a été mal exsanguée, c'est-à-dire libérée de son sang, on trouvera d'autant plus, bien sûr, de ces principes qui restent dans le sang. On trouvera aussi de l'acide lactique. Bon, c'est pas un drame, l'acide lactique, mais parfois on en a assez comme ça nous-mêmes. De l'acide pyruvique aussi, dont on a parlé, ou de l'acide urique dont on a parlé. Un des arguments qui a souvent été lancé aussi, c'est les purines. Les purines de la viande, c'est précurseur de l'acide urique, que le rein et le foie vont se repasser après pour essayer de neutraliser cet acide. Alors, c'est vrai, mais si on regarde les chiffres en face, c'est pas vraiment un argument extraordinaire. Par exemple, la viande apporte 110 mg ou 1 ou 100 g d'acide urique, et ça fait 185 mg de purine. Bon, 185 pour la viande. Mais les sardines, je suis désolé, c'est 300. Le poulet semble plus intéressant puisqu'il est entre 30 et 60. Les poulets bio sont à 30. Le saumon à 63. Alors avec les œufs et les laitages, on est tranquille, puisque là, il n'y a pas de noyau purique, donc on ne va quasiment pas en avoir, on est entre 0 et 5. Purine ou pas purine? Urée ou pas urée? Bon, alors si on souffre de crise de goutte, évidemment, et de maladies arthritiques, ou de calcul urique, on fera super attention à tous les apports de purine. Mais il y en a, je crois, à peu près 100 fois plus dans le chocolat, ou dans le thé et le café en poudre, et dans la levure alimentaire, que dans la viande. Donc il faut aussi poser les chiffres avec objectivité, et pas seulement regarder ce qui nous intéresse quand on est dans cette mouvance un petit peu écolo, naturo, bio. On trouve aussi de l'histamine, c'est vrai.
c'est un dérivé d'acide aminé bien connu dans les processus d'allergie. On en a nous-mêmes bien assez comme ça. Et il semble aujourd'hui que les viandes de boucherie apportent un petit peu plus d'histamine aussi qu'avant. Bon, c'est pas un cadeau. Je passe sur les larves, les œufs, les parasites. Il y en a de moins en moins. Bon, on va quand même éviter la viande de porc crue, hein, la plupart des viandes crues. Attention au saumon cru également dans les restaurants japonais. Vous savez que la loi oblige tous les restaurants à congeler la viande à le poisson hein, à très très basse température, ce qui neutralise les éventuels germes et parasites du saumon. Donc tout le saumon que vous consommez en restaurant japonais a été surgelé, et heureusement. Nous dirons un petit mot tout à l'heure des prions et de la vache folle, mais c'est quand même une page tournée, heureusement, depuis quelques années. Tout le monde a eu un petit peu très peur à cette époque-là. Et puis, pas beaucoup de lumière ici. J'ai trouvé un article intéressant sur les cigatoxines, hein, S-H-I, cigatoxines, pardon, qui sont des toxines liées à l'Escherichia coli, un germe très très banal qu'on trouve un peu partout sur Terre et dans les matières fécales. Et on s'est aperçu d'une façon presque hasardeuse, hein, comme c'est souvent le cas en science, que les viandes sont à la fois responsables de notre sensibilisation à cette toxine et à la contamination par les bactéries qui la produisent. Les côtes de bœuf saignantes et les tartares notamment sont très impliqués dans cette infection qui peut donner des colites hémorragiques quand même et des choses lourdes hein, au niveau de maladies hémolytiques. Je vous passe le détail. Les vaches, les porcs et les moutons produisent le récepteur, et lorsque nous mangeons la viande de ces animaux, nous ingérons donc ce fameux neurotoxique qui porte le numéro 5G. Voilà, un argument de plus qui est relativement frais au niveau scientifique. Mais aussi ce qu'on ajoute à la viande, qui n'est pas forcément un cadeau pour nous. Vous trouvez ça dans un très bon livre qui s'appelle « Faut-il manger les animaux ?» de Jonathan Safran Foer. Oui, Safran Foer. Alors il parle du diphényl, il parle du DDT. Bon, ces additifs-là qui sont clairement toxiques ont été mangés par la bête dans les pâturages ou dans ce qu'on lui a donné à manger, hein, qui n'était pas forcément bio. Et puis il y a le gros problème des hormones et des anabolisants qui permettent de faire grossir un bœuf, je crois, dans un rapport de 1 à 15. Hein, donc il devient adulte 15 fois plus vite, c'est quand même très rentable, à partir de ces hormones. On trouve, au-delà des engrais, des pesticides, des herbicides, tous les additifs éventuellement qui vont permettre de colorer la viande. Pas mal de viandes sont colorées au sulfite de soude pour leur donner un petit peu de couleur. Des tranquillisants, puisque certains circuits de distribution, probablement par grand cœur, shootent les animaux avant de les abattre pour qu'ils soient plus paisibles, dans la queue vers le pistolet dans la nuque. Et puis on voit parfois qu'il y a des antibiotiques. Bon, c'est faux. Voilà, il ne faut pas entretenir cette légende. Moi j'entends ça depuis 40 ans, ça suffit, il n'y a pas d'antibiotiques dans la viande. Elle est traitée aux antibiotiques, bien sûr, mais on n'en trouve pas de trace. Ou alors il faudrait la manger vraiment le lendemain d'une piqûre, je ne sais pas, et normalement, entre guillemets, la loi oblige à laisser un délai considérable pour que les antibiotiques soient complètement métabolisés avant de mettre la viande dans les circuits de distribution. On avait trouvé il y a quelques années dans un numéro spécial de Que choisir sur la viande qu'une viande sur deux en France comptait un ou plusieurs additifs non réglementaires. Quand même. Après, on peut s'interroger sur ce qu'elle génère dans notre tube digestif. On a vu que le tube digestif était un peu plus long chez l'homme que chez le frugivore ou l'herbivore. Non, pas l'herbivore, mais le singe. Et
On a longtemps entendu, moi je l'ai appris aussi, qu'on générait des ptomaïnes, des leucomaïnes, de la putrécine, de la cadavérine, des choses qui déjà font un peu peur juste en les entendant. Et puis tout un tas d'autres déchets intestinaux comme l'indoxyle, les phénols, l'indole, le scatol, le crésol, l'hydrogène sulfuré et le mercaptose. Alors certains naturopathes apprennent ces listes par cœur, c'est plutôt brillant en conférence. Sauf que là aussi, j'essaie de ramener les choses dans une réalité un petit peu plus modérée. Tout dépend de la flore intestinale du mangeur, donc de la qualité de ses bactéries, de son système défensif. Tout dépend de sa capacité hépatique. Est-ce qu'il a un bon foie capable de neutraliser un bon pouvoir antitoxique, si vous voulez? Et puis surtout, est-ce que la viande est fraîche? Parce que la plupart des études qui avaient été faites il y a 40, 50 ans, un siècle, ne connaissaient pas les réfrigérateurs et les circuits du froid. Et quand on tuait un cochon ou un sanglier dans les campagnes françaises, il tenait bien un mois et il fallait tout manger pour la famille ou pour le village. Et cette viande avait largement le temps, vous l'imaginez, de faisander et en effet de générer ces fameuses leucomaïnes et ces poisons de putréfaction. Bon, aujourd'hui, on a sûrement beaucoup moins de ces déchets-là. Alors c'est vrai que on peut générer notamment la cadavérine et la putrécine dans le côlon gauche notamment, si la digestion de la viande est imparfaite au niveau de l'estomac et du duodénum. Vous savez probablement que la protéine doit se casser en morceaux qui sont des... Comment on casse les protéines en morceaux? Ce sont des... Non, avant les acides aminés. Au secours les étudiants là. La protéine cassée en morceaux donne des et des des peptides, merci, qui sont ensuite des polypeptides, puis des acides aminés. Quelqu'un en bon état, qui mange un peu de viande de temps en temps, et qui a un estomac donc, et un foie en bon état, va dégrader ses protéines et en faire des acides aminés dès la première moitié du grêle, de manière à pouvoir assimiler les acides aminés et refaire ses propres protéines avec. Donc, il n'est pas question d'avoir des putréfactions dans ce cas de figure. Et là, je cite mon ami et confrère Robert Masson, qui souvent, d'ailleurs, tient ce discours pour lui justifier l'alimentation carnée, en affirmant qu'il n'est pas possible qu'il y ait des putréfactions. Bon, sauf que, on n'a pas tous un foie impeccable, on n'a pas tous un estomac impeccable, il y a beaucoup d'hypochlorhydrie notamment au niveau de l'estomac. On n'a pas tous un pancréas qui libère suffisamment d'enzymes protéolytiques. Et on va se retrouver, peut-être pas avec des protéines entières, mais en tout cas avec des peptides dans le côlon. Et ces peptides, qui ne devraient pas être là, entrent en putréfaction et libèrent en effet ce qu'on appelle des amines secondaires, dont l'histamine, la putrécine, la cadavérine. Donc là aussi, vous voyez comme il faut être attentif, il faut faire du sur-mesure. On ne peut pas poser une loi et dire elle est bonne pour tout le monde. Le truc pour savoir si vous fabriquez ces déchets, c'est l'odeur de vos selles. Les selles d'un carnivore, les selles d'un chien, les selles d'un tigre, d'une hyène, d'une panthère, sont vraiment beaucoup moins sympathiques que celles d'un singe. C'est clair. Donc, à quoi ressemblent nos selles? Voilà. Si ces putréfactions sont générées pendant longtemps, on va bien évidemment déstabiliser aussi la flore intestinale du côlon gauche. On va réabsorber un certain nombre de ces déchets, puisque nos intestins, hélas, deviennent de plus en plus poreux, vous le savez, de plus en plus perméables, à cause de plein de choses, de molécules inflammatoires, etc. Et peut-être de l'abus aussi de laitage et de produits contenant du gluten. Donc, dans ce cas-là, qui est-ce qui va souffrir en premier
de cette alimentation carnée, c'est le foie, puisque par la veine porte, les nutriments vont revenir au foie, et c'est probablement l'une des explications qui dit que le Français moyen est un hépatique chronique. Vous voyez ? Bon, il a souvent des problèmes de vésicule, mais le foie souffre d'abord de ce que l'intestin lui renvoie. Et il fait le boulot de filtrage et de purification. Bon, on va rappeler vite fait aussi que 200 grammes de viande apportent l'équivalent de 600 cigarettes en goudron, d'accord, cancérogène, benzopyrène, que c'est pire pour les viandes fumées et cuites au barbecue. Les normes autorisées par l'Europe seraient de 2 parties par billion par jour, 2 ppb, alors que dans une simple côte de porc ou un hareng fumé, on va trouver déjà 10 ppb, donc 5 fois plus. Et dans la série Gastronome Bonsoir, dès qu'on va commencer à griller cette viande, à la passer au four et à la travailler en termes culinaires, on va générer les fameuses molécules de Maillard, qui sont hélas bien connues comme de puissantes molécules oxydantes, porteurs de facteurs de vieillissement, d'altération du génome, de la membrane cellulaire et cancérogènes. Un détail de plus que j'ai rajouté tout à l'heure, le docteur Grimaud nous dit que depuis les années 70, on n'en parle pas trop, mais on nourrit les porcs et les poulets avec des protéines de pétrole. C'est oui, voilà, mais ça on n'en dit pas beaucoup, on ne parle pas beaucoup au journal de 20 heures. Ça génère quand même plus de 30 000 tonnes de protéines par an. C'est plus d'1% du marché de l'alimentation animale. Et ce sont des bactéries qui viennent manger la paraffine et les résidus de la distillation du pétrole. Et ça coûte quasiment rien. Donc ça permet de rajouter des protéines pour les animaux. Quand on sait que la paraffine elle-même est cancérogène, bon, on peut réfléchir. Beaucoup d'auteurs nous parlent aussi de la comparaison objective qu'on peut faire entre des populations végétariennes et des populations carnivores. La plupart des associations américaines, européennes, allemandes, qui sont assez présentes aussi, britanniques, là il n'y a pas photo. On est entre 20 et 30% de bonus santé dans toutes les populations végétariennes. Toutes populations confondues et toutes maladies confondues. Les pathologies qui sont les plus améliorées, si vous voulez, qui disparaissent dans l'alimentation végétarienne sont les pathologies cardiovasculaires, qu'on peut expliquer de plein de façons, à cause des apports de fibres, à cause des apports de vitamines des fruits, etc. Chose moins connue, on a une incidence très abaissée du diabète de type 2 chez les végétariens. Longue étude qui a duré 21 ans. Là. Cancer, depuis les années 80, on dit oui, c'est confirmé, au moins pour le cancer du côlon. Sont impliqués surtout les charcuteries, le bacon, le bœuf, le porc et l'agneau. Métastase à la prostate également, voilà. Un peu étonnant, puisque on pourrait dire que chez les végétariens, on mange plus de céréales, de pain, de pâtes. Eh bien, l'obésité est moins fréquente chez les végétariens. L'ostéoporose aussi. Donc c'est clair là que la protéine animale accélère la déperdition du calcium et de la trame osseuse. Étude faite à l'université de Caroline du Nord. Beaucoup moins, une quasi-disparition de la polyarthrite rhumatoïde aussi, une maladie méchante. Disparition totale quasiment de la constipation aussi, des calculs biliaires et des crises d'appendicite. Donc il y a une certaine cohérence qui pourrait inviter à aller vers le végétarisme. J'ai trouvé un lien aussi tout frais là sur
les perturbateurs endocriniens, consommation de la viande bovine et cancer du sein. Il y a un oestrogène particulier qu'on va utiliser là pour pousser un peu la croissance de ces animaux, qui est le zéranol, avec un Z. Et c'est cette même molécule qu'on va retrouver dans l'alimentation des poissons, ou en tout cas qui va polluer les rivières et les torrents, et qui est à l'origine de la stérilité, vous le savez, d'un saumon sur 2 aujourd'hui dans le monde, qui ne peuvent plus remonter leur rivière à cause de cette enzyme féminine qui est de la famille des oestrogènes. Ces travaux-là sont de 2003, et je retrouvais la confirmation en 2015, puisqu'on vient officiellement de classer cette molécule dans les perturbateurs endocriniens. L'article conclut en disant que, bon, on se fait un peu plaisir en classant cette molécule dans les perturbateurs endocriniens, mais comme elle accélère de 15 fois la croissance du bœuf, le message ne passe pas forcément auprès des éleveurs. Bon, de bons arguments, je continue en vrac. Ouais, cancer du sein, je viens de vous le dire. Antibiotiques, on a donc infirmé. Endométriose aussi, bien. On va trouver dans une étude italienne là, que les consommateurs de viande rouge et de jambon ont exactement 2 fois plus de risque, les femmes, d'endométriose. Et quand on sait que c'est une des sources de stérilité aussi, et de cancérisation. Diabète, c'est clair. Bon. Les bactéries du poulet, ça vient de sortir ça aussi. La bactérie du poulet qui, ça fait 10 ans qu'on en parle, mais on trouve dans les saucisses, notamment dans les merguez, des molécules nettement cancérogènes, là, infectées par cette bactérie. Quant aux produits de type pâté, charcuterie, etc., on y trouve les dérivés de nitrosamine, ça c'est assez connu. L'OMS a mis en garde là-dessus, comme on a du mal à lâcher les nitrates comme étant dans l'agroalimentaire et dans la conservation des produits. J'ai même trouvé sur un salon bio, en regardant l'étiquette d'un foie gras, en décembre dernier, il y avait quand même des nitrates sur le salon Marjolaine. Ça fait peur, moi. Ça fait peur. Bon, 96, la page est tournée, mais vous vous souvenez de l'histoire de la vache folle. Encéphalopathie spongiforme bovine, maladie Creutzfeldt-Jakob. Je ne vais pas revenir sur cette époque, mais juste pour le plaisir quand même. La citation de Rudolf Steiner, le 13 janvier 1923. Qu'est-ce qui se produirait si, au lieu des végétaux, le bœuf se mettait à manger de la viande? Le bœuf se remplirait d'acide et l'urate a des habitudes particulières. Cette substance a un faible pour le système nerveux et le cerveau. Si le bœuf mangeait de la viande, il en résulterait une sécrétion d'urate énorme et affecterait le bœuf qui deviendrait fou. Si ce n'est pas un discours visionnaire, ça, sur la maladie de la vache folle, 1923. Je vous ai assez gavé l'argument. Dr. Crosby, un cancérologue américain, repris par le professeur de Rennes et cité par le professeur Joyeux, que tout le monde connaît quand même, grand cancéro, 1 cancer sur 5 aux États-Unis serait lié à la surconsommation de viande et de graisse animale. On l'a publié aussi dans la revue Scientific American, que le taux des cancers du côlon augmentait proportionnellement à la consommation de la viande. Ça peut nous rappeler aussi l'hyperleucocytose de Koutchakov, pour les étudiants qui ont entendu parler de cela. Quand on consomme de la viande, on a dans les minutes qui suivent une hyperleucocytose, donc une montée des globules blancs, le système de défense flambe, dans la circulation mésentérique, donc dans la circulation des intestins, comme pour venir au secours d'une forme d'agression, d'intoxication.
Ça a été validé ensuite ça, par l'Institut de chimie clinique à Lausanne. Et les globules blancs, en 30 minutes, pouvaient passer de 7000 à 14 000, voire 18 000. Mais on peut comprendre que l'intestin réagisse parce que une saucisse qui rentre dans le tube digestif apporte quand même 70 000 bactéries. Non, une fourchette de viande barbecue, 70 000 bactéries. La saucisse, c'est 120 millions. Avec des campylobactères notamment, hein, qu'on appelle la bactérie du poulet, qui vous donne des espèces de gastro-entérite, de tourista terribles, dont certaines formes sont neurotoxiques et mortelles. Prochain barbecue, attention. Puis j'ai un argument, moi, qui me touche et que je reprends avec plaisir à notre bon docteur Paul Carton. Paul Carton qui fut un des maîtres à penser de l'école française de naturopathie, qui a dû écrire 40 ou 50 bouquins sur les médecines naturelles, et qui a quand même traduit ou relu l'ensemble de l'œuvre d'Hippocrate pour y trouver les sources de la naturopathie moderne. Bon, hommage au docteur Carton. Il dit quelque part dans La cuisine simple, 1936, l'instinct confirme sans conteste une évidence. Les enfants vont cueillir des fruits dans les jardins. Il ne leur viendrait jamais à l'idée d'aller prendre un morceau de viande chez le boucher. C'est vrai. Et encore moins d'aller, le canif à la main, tailler leur steak sur la bête. Parce que c'est peut-être ça qu'il faut mettre en avant aussi. Qu'est-ce que c'est que cette bonne conscience qu'on se donne? On se cache les yeux de la mort de l'animal. On ne veut pas voir ça. Et puis, on fait cuire, et on met de la sauce. Et on met des herbes, voilà. Et ça devient gastronomiquement correct. Et peut-être qu'il faudrait faire un arrêt sur image et observer notre peur, là, de la mort, de l'abattage, du sacrifice, de la souffrance. Je ne pense pas que ce soit de la sensiblerie, ça. Et Carton dit comme cela que de gens se refuseraient à manger de la viande s'ils devaient tuer eux-mêmes les bêtes dont ils se nourrissent. Il a fallu l'artifice de la cuisson et de la cuisine. Alors, est-ce qu'on peut trouver des arguments quand même pour dire allez, c'est bien la viande, on va regarder un peu, quoi. Hein. Les protéines. Là, rien à dire, il y en a. Un, il y en a. Deux, elles sont excellentes. En termes de qualité, tout est là. Les acides aminés, impeccables. Et en moyenne, pour la plupart des viandes, on est entre 16 et 18% de protéines. Bon, alors si le repas est équilibré à côté, avec notamment beaucoup de fruits, beaucoup de légumes, de fibres, on aura un transit, on va dire, assez rapide, on va limiter pas mal de putréfaction. Bon. Maintenant, cette protéine, elle est un peu disloquée dans l'eau si vous faites bouillir votre viande. Est-ce que ces protéines sont vraiment indispensables? Là aussi, vous sortez 40 bouquins de nutrition. Certains vont vous dire affirmativement oui, d'autres non, d'autres... non, ils diront pas, je sais pas. Non, ils vont affirmer quelque chose. Et moi, je vous dis, ça dépend. Ça dépend, et j'en suis sûr. Ça veut dire que parfois, il est complètement impossible d'abandonner la viande. Les cas de figure ne sont pas nombreux. Hein. Le premier cas de figure, c'est la croissance de certains enfants. En particulier entre 6 et 12 ans. Si la famille décide de passer au végétarisme, on voit des gamins qui sont bloqués au niveau de la croissance. C'est rare, mais il suffit qu'il y en ait un pour que ça m'interpelle, si vous voulez. Donc, soyons attentifs, si vous êtes dans cette situation, peut-être que ça mérite de vraiment réfléchir, de ne peut-être pas aller si brutalement ou définitivement dans le végétarisme. On verra peut-être comment conserver les poissons ou un peu de volaille. Voilà, il ne faut pas que la théorie mette en danger la santé d'un gamin. Le deuxième cas de figure, ce sont certaines anémies.
anémie assez grave, hein, à la fois avec un manque de fer et un manque de B12. Et il est très difficile, dans certains cas, de rééquilibrer la formule sanguine sans prendre de viande. Je dis dans certains cas. Ça veut dire que ce que je vous raconte là, en 40 ans de clinique, pour moi, c'est 5 personnes. Sur 25 000 clients, on va dire. Le troisième cas de figure, c'est la femme enceinte, où, là, globalement, j'ai envie de dire, c'est pas le moment de passer au végétarisme. C'est le moment d'avoir une bonne hygiène alimentaire, d'accord, d'aller vers la qualité, mais c'est pas le moment de faire une réforme aussi audacieuse et mettre en danger la croissance, la construction même du fœtus. Voilà pour les protéines. Alors, est-ce qu'on pourrait argumenter pour les minéraux? Bon, il y en a, certes. Il y en a. Ils ne sont pas très concentrés. Comparativement aux végétaux, fruits, légumes, céréales, oléagineux, on n'est pas compétitif du tout et aucun bouquin sérieux ne vous dira manger de la viande pour les minéraux. Sauf le fer. Ah. Et ça, c'est embêtant parce que le fer, c'est le copain de la B12. Et les deux ensemble sont quand même indispensables pour l'équilibre sanguin, pour ne pas être anémique. Bon. Alors, il y a deux sortes de fer dans la nature, hein, un fer ferreux et un fer ferrique. Les deux ne sont pas du tout assimilables de la même façon. Et il se trouve que ce fer ferreux de la viande est très assimilable. Nos grands-parents utilisaient des extraits de sang en pharmacie avant, de la marque des chiens, je crois, pour remonter les anémies. Et mon propre grand-père avait été soigné d'une tuberculose et d'une anémie en allant boire du sang aux abattoirs une fois par semaine, quoi. Hein, il y en a qui ont connu ça. On fait peut-être plus ça aujourd'hui. Hein. Donc, sur le fer, il faudra réfléchir. On verra qu'il y a des alternatives. Hein. Il y a des fers végétaux intéressants. Mais si ça ne prend pas, il ne faut pas s'obstiner. On se donne 3 mois, on se donne 6 mois, on fait une analyse. Si le corps ne reconnaît pas la protéine végétale, même si elle est vendue par la meilleure marque de spiruline, il faut trouver une autre solution. Ne faites jamais rentrer la vie de quelqu'un, la santé de quelqu'un dans une théorie. Les vitamines. Bon, alors il y a un peu de vitamine A, bien sûr. Il y a un complexe B intéressant, dont la B12, on vient d'en parler. 30 à 60% des vitamines sont détruites à la cuisson. Alors, la B12, puisqu'on en parlait tout à l'heure. Comment fait-on si on manque de B12? On va voir du côté des algues, déjà. Les algues marines sont une source intéressante. Il y a très peu de contre-indications aux algues marines. Même les hyperthyroïdiens ne sont pas forcément dans les contre-indications absolues. Il faut tester. C'est même parfois très favorable. L'algue en plus va apporter un confort intestinal intéressant, beaucoup de minéraux, beaucoup d'oligo-éléments. Ok. Après, il y a les algues d'eau douce, dont la spiruline, bien sûr. Depuis 20 ans maintenant, on parle de la B12 de la spiruline. Et je crois que depuis 20 ans, il y a 50% d'arguments pour et 50% d'arguments contre. Comme on dit, la communauté scientifique ne s'est pas mise d'accord. Bon. Intéressant, quoi. Moi-même, je me souviens de clients parfaitement équilibrés avec quelques comprimés ou quelques cuillères de spiruline, et d'autres chez lesquels ça ne marchait pas. C'est vraiment ce que j'ai envie de vous dire. Il faut tester. Il faut tester, et c'est la biologie qui aura raison. Les poissons, on verra tout à l'heure si on les garde ou pas, ils apportent aussi une sécurité de B12, de même que les fruits de mer. Les œufs aussi, les laitages, pour ceux qui en consomment. Il y en a un petit peu dans les graines germées, mais insuffisamment. Il faudrait, je sais pas, il faudrait 300 grammes de graines par jour. Bon, on deviendrait une machine à gaz aussi. Chose moins connue, il y a de la B12 de très bonne qualité dans les produits lactofermentés.
choucroute crue, mais également miso, tamari, tempeh, tous les dérivés japonais du soja vont générer de la B12 assimilable, intéressante. Donc, un peu de miso dans un potage ou en tartine, je suis plutôt pour. Et puis, une des sources les plus importantes, qui était consommée largement par nos grands-parents depuis le Moyen-Âge, qui est très consommée en Allemagne, et qu'on consomme quasiment plus en France, c'est quoi? Quel est ce sous-produit qu'on considère parfois comme un déchet, qui a une couleur bleutée, le petit lait, qui est une véritable merveille au plan nutritionnel, avec des acides aminés libres, assimilables, des minéraux d'une très grande qualité, de l'acide lactique, qui est une merveille pour corriger notre terrain sur le plan dégénératif, anti-cancer, et de la vraie B12. À condition que la vache soit bio, saine, que le petit lait soit frais, parce qu'au bout de 2-3 jours, il vire d'acidité, et il fait un petit peu l'effet inverse. Donc c'est bien que si vous êtes à la ferme, et si vous avez une vache bio, sur votre balcon, voilà, dans l'industrie laitière, ça peut être bien de récupérer le petit lait. On en trouve heureusement en poudre, qui est pas mal. En bio, vous chercherez dans les boutiques. Ça vient généralement d'Allemagne. Et c'est un très bon complément alimentaire. Chez les sportifs, ça permet de faire du muscle aussi. C'est un super produit. Bon, du côté glucides, on oublie, parce que les sucres de la viande n'ont pas d'intérêt. Il y a, je sais pas, 0,6% de glycogène. Bon. Les lipides, on a dit oui mais, en fonction du cholestérol. Donc, dans les poissons des mers froides, ça sera très différent, puisque les lipides seront quasiment comparables à des oméga 3 végétaux. Chez le poulet, c'est très différent également. La qualité des lipides de poulet sont nettement plus nobles que ceux des viandes rouges. Et puis, il pourrait y avoir quelques exceptions aussi du côté des graisses de canard du sud-ouest. Bon, ça nous fait quand même beaucoup d'arguments pour réfléchir, pas beaucoup d'arguments pour. Et néanmoins, en France, qu'est-ce qu'on reste carnivore? 2-3 chiffres. 1952, 30 kilos de viande par personne et par an. Ça descend pendant la guerre, en 1942, à 21 kilos. Ok. On récupère bien là. 85, en 1985, on est à 35 kilos. En 95, petite augmentation, 40 kilos. Toujours par personne et par an. 2007, 96 kilos 500. Grosse flambée. 2014, 80 kilos. Donc on descend un petit peu. Est-ce que c'est un impact de la vache folle? Peut-être, de la médiatisation aussi. Il y a eu quelques beaux scandales quand même sur la viande il n'y a pas longtemps, qui ont été bien médiatisés. C'est comme ça que ça bouge dans les consciences. Mais il reste que dans notre inconscient collectif, si vous voulez, la viande, c'est un truc de riche, quoi. Et puis c'est un truc qui rend fort, comme papa. C'est un truc qui fait partie un petit peu de l'alimentation des nantis. Si on n'a pas de viande, on est pauvre ou on prend un risque, on prend un danger. Le bœuf gras, le carnaval, carne avale, ça vient de là, la fête où on mange de la viande, le carnaval. Alors c'est vrai que si on devait aller tuer la bête dans le champ, nous-mêmes, je ne suis pas sûr qu'on ferait autant la fête. Qui a visité les abattoirs une fois dans sa vie? 3, 4, 5, 6 personnes, 7. Ok, je pense que vous avez un souvenir assez, assez ému. On devrait emmener les gamins à l'école pour les former à la réalité de la vie quand même, quoi. Je pense aux poulets de batterie aussi, la condition dans lesquelles les poulets sont élevés. Il y a pas mal de films. Allez voir sur YouTube, il y a plein de films édifiants.
Alors, j'ai pas lu tout Marguerite Yourcenar, mais elle dit quelque part dans L'œuvre noire, je me refuse à digérer des agonies. C'est jolie phrase. Marguerite Yourcenar. Alors, si on va voir un peu plus haut, au plan énergétique, au plan subtil, je sais qu'une bonne partie du groupe attend ça. On va parler de la vibration de la viande, on va parler de sa qualité énergétique. Alors ça se mesure comment? Bon, les radiesthésistes, par exemple, au pendule ou à l'antenne de l'échelle, mesurent un petit peu tout et n'importe quoi. Et jusque dans les années 80, la radiation de la vie était à 6500 angstroms. Sur des règles, sur des échelles, qu'on appelle l'échelle de Bovis, on voit que quelqu'un vivant en santé est à 6005. Et les animaux aussi sont à 6005. Alors je disais jusque dans les années 80 parce que les choses ont accéléré. Aujourd'hui on est plutôt à 7000, 7004. La plupart des énergéticiens confirment que la vibration augmente sur Terre aujourd'hui pour plein de raisons. Bon, les animaux aussi. Donc c'est clair que le bœuf cru et vivant, il est à 6005. Sauf que 24 heures après l'abattage, il est à 0. La fréquence tombe, il est mort. Donc, déjà avec cette simple mesure, il ne faut pas chercher de l'énergie subtile dans une bête morte. La viande, quand elle est abattue, c'est comme une bête qui serait morte dans un milieu naturel. Elle attire les charognards, j'ai envie de dire. On a ce comportement quelque part, hein, qu'on va camoufler avec la sauce et la cuisson. Mais rares sont les animaux qui, bien sûr à part l'instinct et le besoin de se nourrir, hein, vont développer un acharnement, par exemple, dans l'agression de leurs confrères, de leurs petits frères animaux. Il y a une forme de limite instinctive qui fait partie, je crois, du respect de la vie, tout simplement. Un peu comme les Indiens, les Peaux-Rouges du Nord, quand ils devaient tuer un bison pour vivre, ils lui demandaient l'autorisation avant, ils priaient, et surtout, il ne laissait rien, quoi. Tout le bison était utilisé pour se nourrir, pour faire des vêtements, pour faire des chaussures, pour faire des armes. Et puis c'était un bison, de temps en temps. C'était pas un troupeau qu'on allait élever pour ça, c'était des bêtes sauvages. Et puis comme c'était des peuples nomades, il n'y avait aucun risque de polluer à long terme une région ou de menacer un équilibre animal. Comme les enfants, les grands singes vont aller vers les fruits, vont aller vers des produits solaires. En termes d'énergie, on peut parler d'information solaire. Le fruit est un produit solaire. Tous les légumes qui poussent aussi à la surface de la Terre sont chargés de photons, ça s'appelle la photosynthèse. Et ça, c'est quelque chose qui apporte une vibration considérable. Un certain nombre d'enseignements spirituels, et je vous ai souvent parlé ici depuis 40 ans de Rudolf Steiner ou de Peter de Neuve, par exemple, deux grands philosophes qui ont marqué la première moitié du XXe siècle, vont confirmer ce qu'on va trouver aussi chez les rosicruciens, chez les théosophes, ou dans l'enseignement ayurvédique, ou dans l'enseignement bouddhiste. C'est-à-dire que la viande est porteuse d'une fréquence qui est celle de l'animalité. Il y a des règnes sur Terre, minéral, végétal, animal, humain, spirituel probablement aussi, le 5e règne. C'est une autre conférence. Et chaque règne a comme sa marque de fabrique, sa fréquence, hein, et c'est pas qu'une histoire d'ADN, c'est quelque chose qui va se ressentir ou bien s'objectiver en médecine quantique, en physique quantique, ou bien par des images de type Kirlian, de type cristallisation sensible.
Et là, on va voir une information et une énergie surtout, qui est typique du plan animal. La viande est porteuse de ce qu'on appelle l'astralité. On parle de corps astral, d'énergie astrale, parce que ça met en relation symbolique avec les astres. Et la plupart de ces enseignements traditionnels, donc spirituels, nous disent la viande vous bloque dans votre progression spirituelle. Elle vous limite, elle vous plombe. Les Indiens disent elle est tamasique, elle nous amène à la terre, elle nous scotche à la sensualité, à la matérialité, et elle limite notre évolution mentale notamment. Tout simplement parce qu'il n'y a pas d'énergie mentale dans la viande et qu'il n'y a pas d'énergie solaire. On peut parler d'excitation, de stimulation, d'émotions de type convoitise, combativité, oui, jalousie, désir. Les boxeurs, par exemple, végétariens sont très très rares. Si vous devez miser sur un boxeur, si vous jouez, si vous pariez, bon. Alors il y a eu des exceptions. Hein. Je connaissais de tête Cassius Clay, bien sûr, Mohamed Ali, et qui était un vrai mystique, qui trouvait son énergie, je ne sais pas trop où, mais probablement verticalement. Et j'en ai trouvé d'autres cet après-midi, des boxeurs, des vrais. En particulier Peter Hossing, H-U-2-S-I-N-G, et Keith Holmes. Bon, moi je ne suis pas spécialiste du sport de la boxe, mais je me dis, il y en a au moins 3. Voilà. Et ceux-là, ils gagnent en plus. Hein. C'est des bons, quoi. Néanmoins, heureusement qu'il y a aussi de plus en plus de sportifs de très haut niveau, végétariens, ou même véganes, hein, végétaliens. Alors il y a une liste sympathique, à commencer par Carl Lewis, très connu, notre patineuse, Surya Bolali. Pour ceux qui ont connu Mimoun, le marathonien, quand même végétalien, lui, hein, ni œufs ni fromage, 42 km. Et en plus, il respirait par le nez. S'il y en a qui courent des demi-marathons ou des marathons, garantis que c'est pas gagné de respirer par le nez. 2 tennismen, tiens, Lendl, Ivan Lendl, et puis Martina Navratilova également. Je vous donne que ceux qui sont très connus. Hein. Murray Rose, un nageur quand même, 5 fois médaillé olympique, vegan. Ça fait réfléchir. Quand on dit que la viande c'est vraiment ce qui amène à la victoire, à la combativité, ou à la force musculaire, on peut réfléchir. Les entraîneurs de fond romeu aujourd'hui, en ski de compétition, orientent clairement, les coachs amènent clairement aussi au végétarisme. Et avant les compètes, là c'est hyper important parce qu'on perd la concentration dans ce type de sport où il faut être très très présent. Hein, donc ils sont coachés aussi en sophrologie, en ostéopathie, etc. Et puis pas de viande dans la semaine qui précède une compète de ski. Comment on l'appelle le ski Non, acrobatique, oui. Non, pas de fond, non, pas de fond. Oui, non, quand ils font des figures, quand ils sautent, les... Freestyle. Oui, freestyle, si vous voulez, merci. On va y arriver. Donc, quand on est assez... il faut être joueur, hein, il faut être curieux, et puis il faut oser, quoi. Si vous êtes des bons viandards, s'il y en a dans la salle, et si votre steak quotidien est vraiment une évidence pour vous, peut-être bi-quotidien, hein, bon. Il y a quand même des gros mangeurs aujourd'hui qui commencent le matin aux charcuteries ou aux œufs bacon, qui ont leur steak le midi et leur poulet le soir. Ils font léger le soir. Bon. Non, mais ils ne sont pas tous morts. Vraiment, ils fonctionnent encore. Si. Alors, ce qui est très sympathique, ça serait d'amener les gens comme ça à une expérience objective de végétarisme et de les tester en termes de comportement humain. Voyez, eux ne vont pas forcément sentir la différence. C'est rarement soi-même qui sommes autoconscients. C'est l'entourage.
Un peu comme quand on prend les fleurs de bac. C'est les autres qui vous disent « Ah, qu'est-ce que tu as changé? Super !» Moi, ah bon. Je suis sûr à 100%, hein, que l'entourage dira « Il est moins agressif, il est moins jaloux, il est moins violent, il est moins impatient. » Ce sont des énergies qu'on va puiser en termes d'information dans la viande. Alors l'animal, lui, il vit là-dedans. Ça nourrit son instinct et c'est parfaitement adapté à son histoire évolutive. Il a besoin d'avoir peur pour se protéger. Il a besoin d'être agressif. Nous, on dit qu'il est parfois cruel. Il n'est pas du tout cruel. La cruauté animale est une vue de l'esprit, une forme de projection de nos sentiments humains sur quelque chose qui est absolument spontané. J'ai trouvé chez Steiner un concept qui va dans ce sens et qui dit que consommer de la viande procure un choc digestif. Et il développe paradoxalement une certaine paresse de l'être qui n'a quasiment pas à faire d'effort pour assimiler ses protéines. Tiens. L'effort digestif serait utile à notre propre équilibre et à notre propre évolution. En fait, c'est trop simple. De manger de la viande pour nous, humains, c'est comme si on mangeait de l'humain, quoi. Alors que manger de la protéine végétale demande un effort. Mais cet effort, paradoxalement, ne donne pas une pêche, une combativité comparable à celle de la viande. Les hormones de la viande et les protéines de la viande vont donner cette forme d'excitation et d'euphorie parfois, hein, qui n'a rien à voir avec un bien-être ou une progression. Et il continue en disant, voilà, c'est parce que la viande n'est pas chargée d'énergie solaire, comme le fruit ou les légumes. De même, l'homme n'est pas adapté à la consommation du règne minéral. Vous le saviez, manger de l'argile, c'est bien pour un pansement d'estomac ou une diarrhée. Vous ne trouverez dans aucun livre au monde que nous pouvons assimiler les minéraux de l'argile. Non. C'est la grande différence, les biologistes le savent, entre les autotrophes et les hétérotrophes. Les plantes, elles, sont faites pour ça. Les plantes peuvent assimiler les minéraux de la terre. L'argile, c'est de la terre, hein, c'est une roche. Donc, il y a à peu près cette même logique qui dit le végétal se nourrit de minéral et l'animal se nourrit de végétal ou d'animal, selon son évolution et selon son stade. Mais il est écrit nulle part que dans cette logique, l'homme doit aussi manger de l'homme, sinon on serait tous anthropophages, voilà, ou carnivores. En fait, pour être très sincère avec vous, je vois à peine la différence entre l'anthropophagie et le carnivorisme. Non, je vous dis comme par mon enfant intérieur, si vous voulez, j'ai trop de sympathie pour les frères animaux. J'ai l'impression que je mange un morceau de moi-même, quoi, ou que je mange ma soeur, mon frère, ma femme. Non, pourtant j'ai des canines, hein, j'ai canines puissantes, mais... Voilà, bon, ça c'est mon évidence, après vous en faites ce que vous voulez. Un autre grand mystique chrétien, pas très connu en France, Max Endel, qui est à la tête de la branche, d'une certaine branche de Rose-Croix, hein. Il dit « L'énergie conscience du végétal est très peu individualisée et il y a peu de résistance pour qu'elle quitte la plante. Cette énergie nous apporte de stabilité et elle est fidèle, elle est durable. Alors que l'énergie de l'animal est liée au plan du désir, de l'astral, de la violence, et elle est beaucoup plus individualisée que l'énergie des plantes. Elle se défend quelque part. Elle s'intègre donc moins profondément dans notre structure énergétique, elle reste en périphérie, elle sature le système sanguin et hormonal, et l'homme devient dépendant d'un toujours plus. Ça, c'est une phrase intéressante. Hein ? La viande nous donne un leurre énergétique
qui nous crée comme une forme d'addiction. Je pense qu'elle va nous en parler dans la prochaine conférence, notre prochaine conférencière. Il rajoute aussi que ça fait baisser le taux de sérotonine. Tiens, c'est embêtant ça. Une hormone anti-stress qui fait dormir. Hein. Bon, la photosynthèse, on passe. L'observation du carnivore. L'odeur des carnivores aussi. Parce qu'il n'y a pas que les selles des carnivores, mais ils ne sentent pas toujours très bon, les carnivores. Vous savez, la laine de chacal, voilà. Ou de renard. Oui. Alors l'énergie de la viande, dans ce cadre-là, qui n'est pas glucidique, hein, qui est protéique, qui demande une digestion quand même assez longue, puisque selon les viandes, on est bien entre 3h30 et 5 heures de digestion, va accumuler une forme de chaleur, une forme d'énergie dans le plexus solaire, hein, à hauteur de l'estomac, plexus cœliaque qui va avoir sous sa dépendance et l'estomac et le diaphragme notamment, hein, le digestif et le respiratoire, et il va lui communiquer une forme d'euphorie, une forme de dilatation. C'est cette impression d'énergie positive quand on a mangé de la viande, et qu'on va confondre avec une énergie saine. En fait, c'est comme de la matière émotion, c'est comme de la matière désir qu'on a pris dans l'animal, qu'on a mis dans notre troisième chakra, hein, notre centre solaire, si vous voulez. Et ce centre-là, il fonctionne à l'énergie émotionnelle. Il est comme ça depuis des millions d'années, et on l'a en commun avec l'animal. C'est le chakra de l'animalité en nous. Et je dis ça avec un grand respect. C'est une idée animale, c'est juste le centre énergétique parfaitement adapté à la gestion du désir, des émotions, des passions, de la colère, de la convoitise, de l'attachement. Bon, ok. Faites vos choix. Est-ce qu'on a besoin d'aller encore nourrir ce monde-là? Est-ce qu'on n'est pas déjà en saturation et en répétition depuis tellement longtemps? Est-ce qu'on ne peut pas passer au-dessus? Là, il suffirait de passer le diaphragme et on serait dans l'espace du cœur. Ah! Mais la viande, elle ne nourrit pas l'espace du cœur, c'est clair. Les grands sages du yoga nous disent la même chose. Je cite Sri Ananda. Les viandes sont parfois rajasiques, souvent tamasiques, en rapport avec les passions, l'inertie, la paresse, l'enracinement dans la matière. Elles contrecarrent le travail spirituel de purification énergétique des nadis, donc des circuits, et des chakras. Et ça, vous allez le retrouver quasiment dans la bouche de tous les grands philosophes et de tous les grands enseignants. En vrac, les pères de l'Église, Saint Matthieu, Saint Clément d'Alexandrie, Saint Jérôme, Saint Basile, végétariens. Dans la Haute-Égypte, le papyrus de Turin nous dit « Veillez de n'avoir jamais usé d'aliments, que d'aliments purs et jamais commis aucun meurtre alimentaire, pour que votre âme puisse entrer dans le séjour des bienheureux. » La Grèce antique, bel exemple quand même, avec Pythagore, Plotin, Jamblique, Homère, Platon, Plutarque, Diogène, Apollonius de Tyane, une grande réincarnation, pour ceux qui savent. En allant jusqu'aux athlètes des stades de l'Olympe, qui mangeaient du fromage de brebis, du pain complet, des figues, des fruits et des noix. C'est quand même assez frugal hein, pour des athlètes olympiques. On est loin des Jeux olympiques. Dans les années 30-40, on donnait 15 000 kilocalories par jour aux athlètes des Jeux olympiques. Chez les Romains, qui ont tout copié, chez les Grecs, n'est-ce pas, Grèce, Ovide, Pline l'Ancien, Sénèque, Marc Aurèle, pas de viande. Zoroastre, le grand père de la tradition solaire Zarathustra. Les sages du Moyen-Âge, Abélard, Saint-Martin, François-Xavier, Sainte-Catherine de Sienne, Sainte-Thérèse, Saint-Bernard, les alchimistes, Paracelse, Agrippa, Epiphas Lévi, Stanislas de Guetta, Papus, Terestchenko. L'évangile de la paix de Jean, l'évangile essénien, très clair à ce sujet, qui répète l'importance de l'abandon des viandes.
Une jolie synthèse avait été faite dans des conférences de Mikhaila Ivanov dans le yoga de la nutrition, où il posait bien le problème aussi avec cette vision de synthèse. Et puis pour ceux qui veulent aller plus loin, un vieux livre du docteur Berthollet, qui s'appelle Végétarisme et spiritualisme, qu'on trouve peut-être en occasion. Et c'est un grand ésotériste qui a tout étudié au plan alimentaire dans les traditions spirituelles du monde. Voilà, vous voulez des sources, vous en avez. Voilà. Alors, j'ai quand même l'impression que là on est en train de parler de conscience et qu'on dépasse largement la notion de santé du corps et de vitamines ou de minéraux. J'ai envie de dire, qu'est-ce qu'on a fait de nos temples? Voilà. Et qu'est-ce qu'on est prêt à faire pour une meilleure maintenance de nos temples corporels? Et est-ce que notre âme ne souffre pas dans un temple qui est souillé d'énergie animale? Est-ce qu'elle ne se languit pas d'un peu plus de fruits, de légumes et de diète aussi, et de quelques jeûnes? Qu'est-ce qu'on a fait du respect de la vie? Qu'est-ce qu'on a fait du partenariat de l'Éden entre les animaux, les végétaux, les humains et le Créateur? Qu'est-ce qu'on a fait de nos frères animaux? On trouve chez Pythagore une phrase foudroyante. Tant que les hommes continueront à être les destructeurs d'êtres animaux, ils s'entretueront. Ils ne connaîtront ni la santé, ni la paix, ni la joie, ni l'amour. Et Dieu sait si Pythagore était un grand initié. Alors, il serait temps que les médias osent parler aussi de ces dimensions énergétiques de l'alimentation. Il serait temps qu'on intègre dans notre hygiène de vie un abandon des produits animaux, sauf les exceptions dont j'ai parlé, non pas parce que c'est la mode d'être vegan ou je ne sais quoi, mais parce que la conscience nous guide, tout simplement, et que nous sommes des êtres de discernement. Et que je n'ai pas d'autre rôle ici que de titiller à la porte, là, de frapper à la porte de votre discernement pour vous faire réfléchir. Qu'est-ce que c'est aussi que ce karma de groupe, nous diraient les orientalistes, les yogis, qu'est-ce que c'est que ce karma de groupe que l'on accumule vis-à-vis des animaux depuis des années et des années? Alors certes, Edgar Cayce, Peter Deneuve, Shreyananda, Alice Bailey nous confient un secret intéressant en termes de karma. La loi des causes et conséquences, les enchaînements des effets. Nous avons quand même été trucidés pendant des millions d'années par les animaux, nous, humains. On a été leur repas quotidien. Parce que l'homme n'était pas adapté à se battre contre les animaux les plus gigantesques des millénaires passés. Et comme tout a sa conséquence et son envers, si vous voulez, on peut très bien considérer que la consommation animale que nous avons installée depuis quelques siècles est la compensation karmique de ce que les animaux nous avaient fait souffrir pendant très très longtemps. Mais de la vie des maîtres, il y a longtemps que le tribut est équilibré. Il y a très longtemps. Et aujourd'hui, continuer de manger de la viande, c'est encore créer un autre karma. Et comment les animaux vont nous rendre ça, je ne sais pas trop, mais... En tout cas, la plupart des sages que j'ai cités et beaucoup d'autres soulignent l'importance de cette hygiène alimentaire plus ou moins stricte.
et surtout chez les thérapeutes. Je sais qu'il y a beaucoup de thérapeutes et de futurs thérapeutes dans la classe, dans la salle, bah oui. Des formations professionnelles, je passe mon temps à donner les cours. Et c'est bien sûr eux qui doivent réfléchir plus que les autres à cause de la responsabilité dont ils vont démontrer l'acuité, l'importance. Oui. D'autant qu'à notre époque, vous savez qu'il y a un certain nombre de personnes sur Terre qui sont en mutation nutritionnelle. Je crois que j'en ai rencontré une amie d'ailleurs. Et ces gens qui mangent de la lumière, de l'eau. Alors il y a des yogis, il y a des ascètes, il y a des mystiques, mais il y a aussi des gens comme vous et moi, quoi, qui ne donnent aucun signe extérieur de spiritualité particulière et qui arrivent sur Terre avec, je ne sais pas, un génome très particulier. Et depuis 10 ans, 20 ans, 30 ans, 45 ans, pour certains n'ont pas mangé du tout, peut-être une hostie par jour ou par semaine. Vous savez, l'équilibre nutritionnel de l'hostie est quand même très limité. Hein. Alors, il nous pose des vraies questions scientifiquement. Hein. Vous imaginez comme ils sont observés à la loupe avec tous les experts cherchant s'ils s'alimentent la nuit, s'ils sont perfusés en cachette et tout. Ben non. Ben non. Alors, il y en a probablement toujours eu sur Terre comme ça quelques exceptions, mais j'ai l'impression qu'ils se reproduisent. Vous voyez, ils se multiplient. Alors, c'est pas non plus la voie, c'est pas la solution à la fin dans le monde. Hein. Faut pas aller jusqu'à là. Mais ça fait réfléchir aussi, quoi. Qu'est-ce que c'est que cette génération d'êtres humains là, qui nous dit l'homme ne s'alimente pas que de pain. Alors, les exceptions, j'en ai parlé tout à l'heure, le grand âge, quelques anémiques, quelques adolescents, d'accord. Ouais, c'est ça, 40 ans, 5 cas, 4 cas, 5 cas, voilà. Ouais. Et généralement, c'est parce que c'est des gens qui n'aimaient pas le poisson et qui ne voulaient pas passer à cette transition, peut-être par l'alimentation liée au poisson. Moi, ça me fait une transition pour vous parler du poisson. Parce que le poisson est une alternative à la viande. Alors, on vient de dire, en termes énergétiques, la toxicité d'un produit animal est proportionnelle à sa charge astrale, donc émotionnelle, passionnelle, animale. Et on trouverait au top de ces viandes le loup, et puis tout ce qu'on appelle les viandes noires, la hyène, le chacal, tous les charognards. Bon, là c'est clair que l'énergie de ces animaux, elle ne nous amène pas très très haut sur l'échelle évolutive. Après viendraient les animaux carnivores non charognards, après viendraient les animaux herbivores, exemple mouton, puis les granivores, exemple volaille, et puis les sous-produits viendraient encore après, les œufs, les fromages, les laitages. C'est d'ailleurs un peu sur cette réflexion, ou sur cette intuition, ou sur ce bon sens, qu'on trouve aujourd'hui les différentes familles de végétariens, qui sont soit lacto-végétariens, ils gardent les produits laitiers, soit ils sont ovo-végétariens, ils gardent les œufs, soit ils sont lacto-ovo-végétariens, ils gardent les œufs, les laitages, et les végétaux bien sûr, soit certains s'inscrivent dans la lignée végétarisme large, pisci-végétarien, donc ajoutant aussi des poissons. Qu'est-ce que c'est que cette bestiole? Alors, vu de l'extérieur, ça ressemble à de la viande. Sauf que, en termes de protéines, imaginez que le poisson, c'est quasiment de la protéine pré-cuite. Ça se digère hyper vite et ça se cuit bien plus vite que la viande, à peu près 3 à 4 fois.
C'est comme si les acides aminés de la viande étaient beaucoup plus disponibles, si vous voulez. C'est déjà un argument intéressant. Le deuxième argument, c'est que tant que l'homme ne s'en mêle pas, il n'y a pas de pollution dans le poisson. Ben oui, tant que l'homme ne s'en mêle pas. Hein. Après, trouver du poisson bio, du poisson d'élevage bio, du poisson sauvage non contaminé, les plus petits qui n'ont pas encore subi l'aspect cumulatif des métaux lourds dans la chaîne alimentaire. Bon. Les graisses, troisième argument. Les graisses du poisson sont des vrais cadeaux puisqu'on est sur des acides gras polyinsaturés de la famille EPA-DHA. Donc, grand protecteur cardiovasculaire, grand protecteur neurologique, c'est quasiment l'équivalent du top des huiles végétales. Les vitamines, beaucoup plus que dans la viande. Et là, on trouve de la B12. On trouve des vitamines du groupe B, de la A. Les minéraux, beaucoup plus que dans la viande, et beaucoup d'oligo-éléments. Ils baignent dans l'eau, le poisson, quand même. Hein, je parle des poissons de mer. Donc, il boit de l'eau et sa chair est quasiment imprégnée des oligo-éléments marins. Sa digestibilité, je vous l'ai dit, est largement supérieure. Et puis pour ceux qui sont plutôt sur l'alimentation crue, le poisson se concilie parfaitement avec le crudivorisme. Je pense au ceviche de poisson, les poissons à la tahitienne, les poissons au citron, la cuisine japonaise, bien sûr. Et la fraîcheur des poissons aujourd'hui est même une garantie, je pense, supérieure à certaines viandes, puisque les poissons sont congelés, la plupart, dès le bateau, dès la pêche, et ils arrivent tels quels, soit sur votre marché, soit chez Bicard. Donc j'ai envie de dire qu'en termes nutritionnels, en termes digestion, biologie, métabolisme, il n'y a pas photo, le poisson, on peut dire oui. Après, l'énergie du poisson nous fait réfléchir. Le poisson est une bestiole paisible. Certains nous disent le poisson a été mis dans un milieu très peu stressé par rapport aux animaux terrestres. Et on sait par expérience que l'évolution est proportionnelle au stress que l'on reçoit. Donc les poissons ont très peu évolué, si vous voulez. La stabilité dans le règne des poissons est bien supérieure. Il y a peu de mutations des espèces, il y a peu de... Même l'évolutionnisme au niveau des poissons, c'est bien plus simple et bien plus lent que dans le monde animal. Alors scientifiquement, on pourrait dire, parce qu'on a trouvé des arguments, j'entends là mon confrère Xavier me dire, les pigments du sang du poisson ne sont pas les pigments du sang des animaux. Les uns sont porphyriques, les autres sont urobiliques. Ah, ça veut dire quoi? Ça veut dire que la structure des poissons, en termes de formule sanguine, est bien plus proche de la chlorophylle, des protéines vertes, que des animaux et du sang humain. Ça suppose que l'animal ne possède pas d'information astrale. Il n'y a pas de charge astrale chez le poisson. Je viens de dire le poisson, pardon. Le poisson ne possède pas de charge astrale telle qu'elle est dans l'animal. Avec un clin d'œil, je dis souvent aux étudiants, le poisson c'est une algue qui nage. Voilà. C'est une algue qui a pris son autonomie. C'est vraiment l'énergie d'un végétal, la paix d'un végétal, la stabilité d'un végétal. Et il n'a pas cette charge, passion, désir, colère, violence, etc. qu'on va trouver. Faites l'expérience là aussi, ne me croyez pas, comme d'hab, hein, ne me croyez jamais. Faites l'expérience. Lâchez la viande, passez au poisson. Vous dormirez mieux, vous serez moins anxieux, moins angoissé, vous aurez moins de crise de colère, je ne sais pas, et vous aurez une belle énergie, et en plus aucun risque au niveau d'être en carence protéique. Sans parler du symbolisme qui est derrière, hein, qui est quasiment archétypal, quoi. Le poisson dans la pensée chrétienne, c'est les pêcheurs d'hommes, c'est le symbole des bâtisseurs de cathédrales. Hein. Tout le christianisme est sous le signe des poissons.
poisson est associé à la charité, au pardon, à la compassion, à la tolérance, à la paix. La paix bleutée des fonds neptuniens. Steiner confirme bien, il dit il n'y a pas photo, si vous avez un doute, sang chaud ou sang froid. L'astralité s'incarne avec le sang chaud. Donc, on blaguait tout à l'heure en parlant des grenouilles et des escargots. Si ça vous tente, ce sont de bonnes protéines. Et c'est pas ça qui va vous astraliser et vous plomber en termes spirituels. Il y a même certains enseignements, je pense à Peter Donov, qui dit quelque part dans une conférence, si vous mangez du poisson avec amour et compassion, vous l'aidez dans sa chaîne évolutive. Puisqu'en passant par l'humain, il échappe à son karma et à sa lenteur, à la lenteur d'évolution dans laquelle le cosmos l'a mis, si vous voulez. Faites ce que vous voulez de ça. Ne parlez pas du requin, qui n'est pas un poisson, d'accord. Parce qu'on va dire qu'il y a des poissons agressifs. Bon, on se calme. Je vous parle de petits poissons tranquilles, moi. Voilà. Est-ce qu'on a d'autres alternatives végétales intéressantes, ou pas? Alors bon, avant les végétales, je parle des fruits de mer, juste un mot. Quand je dis fruits de mer, il y a dedans coquillages et crustacés. Ça me rappelle quelqu'un en vacances? Et bien sûr, là, je zoome positivement sur les coquillages, pas sur les crustacés. D'une part, parce que les crustacés sont un peu les fossoyeurs de la mer, de très vilaines charges uriques, des mauvais stérols, des métaux lourds et plein de choses. Bon. Et puis, on ne peut pas les manger crus. Les crabes, les homards, les crevettes, les langoustes, c'est limite. Hein. Peut-être baigner dans le poisson, je ne sais pas, mais bon. Alors que les huîtres, les coques, les moules, les praires sont des coquillages. Et là aussi, si la culture est saine, il n'y a aucune raison de rejeter ces produits. Au niveau santé, c'est très très sain. On a même assez souvent d'excellents arguments sur les charges en cuivre, en zinc, en oligo-éléments pour ces produits-là. Les œufs, en évitant les fritures. Comment rejeter les œufs? Comment dire non aux œufs? C'est l'idéal de la protéine. C'est l'étalon international de la protéine. Il est parfaitement équilibré au niveau de ses lipides, au niveau de ses acides aminés, bien sûr. Un œuf coq, bon, parfait au niveau de la légère cuisson du blanc. Le blanc n'est pas assimilable, vous le savez. Il peut même être assez embêtant au niveau vitaminique quand il est cru. Donc si le blanc est juste un peu cuit et que le jaune est cru, allez-y, je ne vois pas trop de soucis. Tous les gens qui ont fait sérieusement l'expérience ont vu leur cholestérol soit baisser, soit se stabiliser, à raison de 8 à 10 œufs par semaine. Je parle sérieusement. Donc n'ayez pas peur des œufs. N'ayez pas peur des œufs. Surtout si vous êtes sur une pente, je dirais, vous êtes en recherche au niveau de l'alimentation. Vous êtes passé un peu vite au végétarisme, au végétalisme, et pas de chance, vous perdez vos cheveux, vous avez une vilaine peau, vous avez une ménopause précoce, la libido dans les chaussettes, vous avez perdu tous vos muscles, et vous dites « Ah super, je me détoxe ». Arrêtez, je les connais ces gens-là, moi je les connais, qui sont sur un chemin qui mène à la tombe, et rajouter des œufs, c'est une urgence, quoi. Et pas un de temps en temps, 2-3 par jour. Sérieusement. Sérieusement. Les fromages. On va pas lancer le débat. Des produits laitiers, des maladies auto-immunes. Respect pour le docteur Seignalais qui a enseigné chez nous et pour lequel j'ai un grand respect. On ne parle pas de la vache, c'est clair. Mais pensez au régime crétois, pensez au régime méditerranéen. On met toujours en avant l'huile d'olive et les herbes, mais consommation importante de chèvre, de lait de chèvre et de brebis. Chèvre et brebis sont quasiment incomparables, surtout si les produits sont bio. Je parle toujours de bio, bien sûr. Et vous êtes le testeur de toute façon, vous voyez. Mais quasiment jamais d'allergie, quasiment jamais de réaction digestive ou auto-immune.
Si vous êtes en situation de pathologie inflammatoire, dégénérative, auto-immune, cancéreuse, etc., ok, faites un sevrage complet sur 2 mois, vous allez tout améliorer. Si vous n'améliorez rien, bah, vous ne privez pas, c'est que c'était pas ça. Ben oui, c'est pas non plus nécessaire de se mettre dans une souffrance psychologique et se priver d'une certaine convivialité aussi, juste parce que c'est écrit dans les livres. Vous êtes, c'est votre corps qui sait. Donc fromage, oui, plutôt chèvre et brebis. J'ai un coup de cœur, vous le savez, depuis quasiment 40 ans maintenant pour le Cafilus. C'est un produit laitier qui ressemble à un yaourt, mais qui n'est pas vraiment un yaourt, quoi, qui doit son cas à Madame Klein, décédée aujourd'hui. Alors j'ai écrit plein de choses dans mes bouquins là-dessus. C'est une petite merveille. Même les auteurs qui ont écrit, par exemple, le lait sacré vacherie ou le lait blancheur trompeuse sont positivement consommateurs de Cafilus. Ce produit est une merveille pour la flore intestinale. C'est un prébiotique, un probiotique, une excellente protéine. Essayez d'en trouver, c'est un petit peu rare, mais voilà. C'est un lait de vache, oui, bien sûr. Ça ressemble à un yaourt, voilà, mais il est complètement auto-digéré. Il n'y a plus une seule protéine de lait. Elle est complètement évoluée en acides aminés disponibles. Et puis vous avez les oléagineux, bien sûr, les noix, les noisettes, les amandes. Vous avez les champignons, vous aller entre 0 et 3%, un tout petit peu de protéines. Les graines, les algues. Et puis, l'association traditionnelle des céréales et des légumineuses. Vous savez que les céréales ne sont pas complètes, il leur manque généralement de la lysine, un acide aminé important. Et ça tombe bien, les légumineuses ont de la lysine, mais elles n'ont pas de tryptophane ou de méthionine. Voilà. Ça veut dire que ce que l'un a, l'autre ne l'a pas, donc ils se complètent. Et quand vous avez la recette habituelle du riz soja en Chine, du maïs haricot en Amérique du Sud, riz lentilles en Inde, blé pois chiche en Méditerranée, millet arachide en Afrique, sarrasin haricot en Russie, voilà, vous avez des exemples traditionnels, ça fait des millénaires qu'on fonctionne comme ça, dans les proportions, vous le savez, qui sont pas 50-50, hein. De toute façon, le bon sens vous le dira. Essayez de faire un couscous avec 50% de pois chiches. Prévenez les partenaires, quoi. Hein, prévenez l'environnement. Voilà. Non. En fonction de votre intestin, un quart, un cinquième, un tiers au grand maximum de légumineuses pour une majorité donc de céréales. Attention, soit germées, soit bien cuites et bien mâchées. Parce que c'est vrai que les protéines végétales, elles sont super, mais elles sont gainées dans des celluloses. Et si vous mangez trop vite ou si c'est pas bien cuit, vous les retrouverez à la sortie, quoi. Hein, donc c'est pas comme ça qu'on va trouver un équilibre nutritionnel. J'ai encore tellement de choses, le temps passe. Le temps passe. Moi je veux des chiffres tout frais là sur le végétarisme étudié à Oxford. Hein. 20% de mortalité en moins, pas mal. Enfin, dans la tranche d'âge, hein, pas d'immortalité. Hein. 28% de maladies cardiovasculaires en moins, 39% de cancer en moins quand même. Hein. Étude solide. Hein. Combien ils sont les véganes dans le monde? Vous avez une idée de la proportion de personnes sur Terre qui sont végétariens? 25%? 80%? Ma pauvre. Nous sommes à 3% au niveau planétaire. 3% au niveau planétaire. Ben oui. Même s'ils sont 42% en Inde. Mais l'Inde ne fait pas tout. Vous voyez? Alors j'ai tous les chiffres par pays, mais bon, on va passer en Allemagne, par exemple, ils sont bien placés. Hein, ils sont à 9% en 2013. 9% en Allemagne. En France, on est à 2%. Aux États-Unis, à 3%. Eh oui.
Ben oui. On a baissé un petit peu notre consommation de viande, mais à peine, puisqu'on a augmenté la charcuterie. Bon. Mauvais plan, hein. Mauvais plan. Servant Schreiber, il nous dit la même chose. Diminuer les viandes. Professeur Joyeux, attention, les végétaliens sont les talibans de l'alimentation. Lui, il garde un petit peu de volaille et un petit peu de poisson. Bah allez. Les purées, on en a parlé. Le cholestérol aussi. Bon, il y a des articles entiers de 40 pages. On passe. La viande cachère, tiens, si ça vous tente, c'est plutôt mieux en termes de qualité. Cachère ne veut pas dire bio, hein, mais bon, elle a été abattue dans des conditions plus respectueuses, moins stressantes. Elle a surtout été exsanguinée, totalement. On a bien veillé à enlever tout le sang et tous les vaisseaux. Il n'y a plus d'acide lactique. C'est plutôt sain, puisqu'on a enlevé aussi les entrailles, le nerf sciatique, etc., etc. Bon, il n'y a pas de chameau, il n'y a pas de lièvre, il n'y a pas de porc, il n'y a pas de chevaux, il n'y a pas de félin, il n'y a pas de sanglier, il n'y a pas d'insectes et il n'y a pas d'autruche dans l'alimentation cachère. Et puis, les abattoirs, bon, suivent un rituel, vous le savez, un peu comme dans l'alimentation halal aussi. Hein. Elle aussi, elle est égorgée vivante, avec empathie, dit-on, c'est-à-dire la tête vers la Mecque. Et oui, avec des paroles sacrées, avec des paroles, hein, et puis il n'y a pas de porc. Bon, on passe sur tous les peuples qui ne mangent pas de viande, les Papous, les tailleurs de pierre de l'Indus, les bûcherons de Bavière, les mineurs d'Amérique du Sud, les soldats turcs même qui ne mangeaient pas de viande. Non mais des trucs sympathiques hein, dans la littérature. Ah, ça c'est tout fait, hein. Ça va peut-être rajouter quelques arguments intéressants. Oui, il y a quand même 830 millions d'enfants qui meurent de faim par an. Voilà. Je dis ça parce que ça peut ouvrir une réflexion sur l'utilisation des terres qu'on consacre à l'élevage et qu'on pourrait consacrer à la culture pour nourrir les pays les plus pauvres. Hein. Il faut à peu près 16 kilos de céréales ou de soja pour faire 1 kilo de viande. 1 kilo. Alors que dans la transformation donc, des plantes en viande, quelque part, il y a une perte de 90% de la protéine végétale, 80% des sucres, 90% des sucres. Bon, ce sont des chiffres qui touchent vraiment à l'absurde. 90% du soja mondial nourrit le bétail. 90%. 64% des terres cultivées sont pour nourrir le bétail. 64% des terres cultivées au monde. 64%. Pour faire un hamburger, il faut 6 mètres carrés. Soit une demi-tonne de forêt humide. Non, mais ça touche des chiffres comme ça aussi. Pour exporter 1 kilo de viande de bœuf, il faut perdre 2,5 tonnes d'humus. La couverture forestière du Costa Rica était de 72% dans les années 50, elle est de 20% aujourd'hui. La forêt primaire de l'île Maurice est de 1,7, je crois, 2% aujourd'hui. Pour faire 1 kilo de viande serait équivalent à 16 kilos de protéines végétales, hein, si on faisait la comparaison, et nécessite 15 000 litres d'eau. Ça aussi, c'est un vrai problème au niveau planétaire. 324 mètres carrés de terre, tout ça pour 1 kilo de viande. Hein. Plus les polluants qui sont générés, on a quand même 34 kilos de CO2. Donc la viande est un générateur de l'impact carbone très très considérable au niveau planétaire. On peut dire, article tout frais il y a un mois, les Français ont consommé 84 kilos de viande par personne en 2014. Soit 3 fois plus que ce que recommandent les instances médicales en plus. Hein. D'autres arguments sur le cancer, sur les produits laitiers, voilà, le diabète, etc. Bon. Le méthane, je viens de vous en parler.
25% du méthane britannique vient du bétail. Et 15% de l'effet de serre mondial. 15% de l'effet de serre mondial. Bien. Je ne sais pas si vous allez bien dormir. Le sénateur Humphrey, déjà en 1974, hein, c'est pas hier, il suffirait que les Américains réduisent d'un seul hamburger par semaine leur consommation de viande pour mettre 10 millions de tonnes de céréales à disposition du tiers-monde. Un hamburger par semaine. On est dans des aberrations, quoi. Des aberrations. Comment on va conclure? Moi, j'aimerais peut-être vous proposer votre propre conclusion à vous, c'est ça qui est important. Qu'est-ce que vous allez retenir de ce type de soirée? Ceux qui sont déjà convaincus, bon, allez, quelques arguments de plus, c'est gentil d'être venu, mais... Ceux qui étaient un peu tièdes, qui hésitaient, bon, je me dis que ça vaut le coup d'essayer. Vous avez des arguments, vous êtes en sécurité, diminuer les viandes, lâcher les viandes, garder un peu de poisson, quelques œufs, quelques fromages de qualité si vous n'êtes pas en situation d'intolérance, découvrez les protéines végétales, bon, inscrivez tout ça dans une hygiène de vie, et on en reparle dans 3 mois, dans 6 mois, vous verrez votre tenue, votre santé, votre peau, votre libido, votre sommeil, votre comportement avec les autres. C'est ça qui va me donner raison ou pas. Hein. C'est pas les arguments des livres, c'est pas les chiffres, c'est pas... Encore une fois, ne me croyez pas. Essayez, essayez. Il me semble que la nutrition, c'est tellement autre chose qu'une histoire de calories et d'équilibre nutritionnel tel qu'on peut l'enseigner en diététique. J'espère avoir touché du doigt avec vous cette évidence. On a parlé de l'instinct des enfants, on a parlé de l'astralité de la viande, on a parlé du soleil, des fruits. Hors contexte, des phrases comme ça m'emmènent en psychiatrie. C'est clair, hein? On est en train de partager des idées, là, qui sont entre le délire, la mystique, l'ésotérisme. Mais certains l'entendent, certains le reçoivent avec cet écho à l'intérieur qui dit tiens, peut-être que, ou bien évidemment. Moi, je crois beaucoup dans le bon sens. Je crois beaucoup à la fois dans l'instinct du corps, qui fait que jamais vous n'irez vers un animal pour vous nourrir, sauf dans les conditions d'urgence de film catastrophe, peut-être. Et encore, vous lui demanderez pardon. Que l'instinct peut sauver des vies tous les jours. On le voit dans les stages de survie notamment, où on peut développer cette présence à notre intelligence animale respectable pour choisir un champignon, pour choisir une racine, pour choisir une plante inconnue. J'ai animé des stages comme ça par le passé de survie, et on n'a perdu personne encore. C'est vrai. Et puis au-delà de l'instinct, il y a l'intuition. L'instinct vient du bas, elle monte des cellules, hein, c'est l'intelligence des cellules. C'est ce que dit votre animal intérieur. Et je suis sûr que votre animal intérieur, il n'a pas envie de manger un petit frère. Et l'intuition, elle descend de l'âme. L'intuition descend de votre moi supérieur. C'est une lumière qui vous donne, au-delà du bon sens, une évidence qui s'impose. Quand on perçoit quelque chose intuitivement, c'est pas un raisonnement intellectuel, c'est un flash qui vous dit oui, voilà, aucun problème. C'est clair, c'est lumineux, je vois. Et puis entre les deux, entre l'instinct qui monte des cellules, l'intuition qui descend de votre maître intérieur, il y a le discernement, il y a l'intellect, utilisez-le dans sa dimension cerveau droit, cerveau gauche. Reprenez les sources internet, les bouquins, comparez les chiffres, vérifiez si je vous ai dit des mensonges aussi. Ou pas.
Et c'est là que ça va se passer. Votre dignité d'homme et de femme va s'exprimer par votre capacité de choix. Parce que l'humain se définit quotidiennement et il réécrit son histoire chaque jour à partir de son libre arbitre, à partir de ses capacités de choisir. Et Dieu sait si c'est important de choisir le bon carburant pour son corps. Et quand on choisit le bon carburant, en abandonnant du même coup ce qui est mauvais pour nous, ce qui est mauvais pour le groupe, en termes de karma de groupe, ce qui est mauvais pour l'environnement et pour la planète, il est clair qu'on a fait un choix essentiel et qu'on est sur une voie d'évolution très importante. J'en parlerai dans la prochaine conférence, mais nous sommes, vous le savez tous et toutes, dans une période de pré-crise dont le cœur est spirituel. Et l'une des premières manifestations de notre conscience spirituelle, ce sont nos choix de vie en termes de qualité de vie et donc de nutrition. Ne pensez pas qu'il y a une vraie différence entre ce que je mange et puis ce à quoi je crois et là où je vais avec mon cœur et mon idéal. Considérez-vous comme une personne globale, considérez-vous dans toutes vos réalités et en évolution sur ce chemin-là. On dit que quand on est sur le plan de prendre une initiation dans ce que les physiciens appellent un saut quantique, un bond évolutif, si vous voulez, le végétarisme s'impose. On dit aussi que, dans certaines incarnations, on n'est plus concerné par l'alimentation. Ah, je crois que je vais terminer sur ce clin d'œil-là, parce que l'un de mes bons vieux maîtres, un des premiers que j'ai connus de près, c'était Lanza del Vasto. Et il a écrit un petit livre qui m'a foudroyé. J'étais gamin. Principes et préceptes du retour à l'évidence. Lisez ça, c'était mon livre de chevet pendant des années. Parce qu'on parle que d'évidence. Et Lanza va vous parler du jeûne, de la diète, de l'art de vivre en termes d'évidence, en réconciliant l'instinct et l'intuition. Entre les deux, l'évidence. Arrêtons de nous prendre la tête aussi. Et puis l'autre grand sur le chemin, il y a très longtemps, fut Sensei Taizen Deshimaru, quand il a introduit le zen en France. Donc, il fait un petit bout de chemin derrière lui, dans son ombre, c'est une montagne. Et je me souviendrai toujours, dans le dojo, à table, déjà il ne fallait pas le déranger, parce qu'il faut couper la parole avec une voix de stentor en disant quand je mange, je mange. D'accord? Oui, je le ferai plus. Hein. Je le ferai plus. Et puis, alors il mangeait un bout de ses baguettes très sobre. Ah ouais, sauf que le samedi soir, il était rond comme une queue de pelle, avec des litres de saké. Et le temps qu'il m'a fallu pour percevoir derrière ça la vraie dimension de la liberté. Être libre, c'est aussi pouvoir boire la coupe jusqu'à la lie. Être libre, c'est dépasser le bien et le mal. Être libre, c'est dépasser les livres, les concepts de tout ce que je viens de vous dire ce soir. Et quand on l'interrogeait, parce que quand il avait repris un peu conscience quand même, avec beaucoup de respect, on s'interrogeait un peu. Maître, sensei, hier soir, qu'est-ce qu'on fait, nous, l'alcool, la perte de conscience, le bien, le mal. Et avec un éclat de rire, il vous répondait, je ne suis plus concerné. Voilà, ça c'est un koan, si vous voulez. Il faut des années pour méditer là-dessus et comprendre ce qu'il a voulu dire. Je ne suis plus concerné. C'est tellement facile pour nous, petits disciples à l'époque, de dire, mais alors, peut-être moi je suis plus concerné, je vais garder la viande, et je vais garder le saké. Ça ne marche pas comme ça. Pour dire je ne suis plus concerné, il faut avoir dépassé une certaine initiation. Il faut avoir acquis un certain éveil. Et c'est ce que je vous souhaite. Parce qu'au-delà de toutes ces croyances, ces chiffres ou ces connaissances, le cœur du cœur de mon message, c'est d'être libre, de vous inviter à jouir de cette liberté qui n'est en aucune façon l'anarchie,
qui ne sera jamais récupéré par le petit moi et qui fera de vous, dans la dignité spirituelle, ce que vous êtes vraiment et ce que vous devenez. Merci à vous.